Salut à tous, je suis Flavio Lestival et aujourd'hui je vais vous poser une simple question. Savez-vous comment le combat fratricide entre les deux frères jumeaux Sir Eric et Sir Harry Cargill se déroule dans les livres? Dans l'épisode 2 d'House of the Dragon saison 2, le Lord Commandant de la Garde Royale et maintenant la nouvelle main du roi d'Aegon II, Sir Criston Cole, charge son frère juré Sir Harry Cargill d'une mission suicide à Pendragon afin d'essuyer le blâme qu'il a reçu ainsi que pour venger la mort du petit prince Jaehaerys. À la fin de cet épisode, ce plan ingénieux qui consiste à envoyer un des frères jumeaux dans le château prenant l'apparente position de son frère afin d'assassiner Rhaenyra Targaryen se termine en un énième massacre qui fit couler autant de sang que de larmes, brisant l'un des liens les plus sacrés qu'il existe entre deux frères, chacun engagé de deux côtés différents du conflit et cela pour toujours. Il s'agit d'un événement qui est également présent dans les livres et que la communauté attendait de voir adapté à l'écran depuis longtemps, car si la scène du meurtre du prince Jaehaerys était clairement racontée dans le récit, celui du duel des jumeaux Cargill restait encore à éclaircir. En effet, le texte propose de multiples versions de cet événement racontées par différentes sources et il advient au lecteur d'interpréter ce qui s'est réellement passé. Tandis que, même si l'on peut constater un changement ajouté au mélange de ces trois versions dans la série vis-à-vis du duel initial, il sera crucial d'analyser ces passages afin d'en révéler les similitudes et les différences, afin que vous puissiez vous faire votre propre avis sur laquelle des versions vous préférez. Sans plus attendre, je vais vous lire directement le passage consacré à ce combat à mort dans le livre Feu et Sang, avant de comparer la direction artistique ainsi que les différences scénaristiques prises dans la série comparées à la scène originale. Je vais également revenir un peu sur les pages précédentes car elles remettent bien en contexte l'incident ainsi que les épisodes passés. Après la mort de Lucerys Velaryon dans les Terres de l'Orage et le meurtre du prince Jaehaerys sous les yeux de sa mère dans le Donjon Rouge, la danse des dragons entra dans une nouvelle phase. Tant pour les verts que pour les noirs, le sang appelait le sang en vengeance. Et à travers tout le royaume, les seigneurs réunirent leurs bannerets, les armées s'assemblèrent et se mirent en marche. Dans le conflant, des pillards venus de Cornelia, arborant les bannières de Rhaenyra, entrèrent sur les terres de la maison Bracken, incendiant les récoltes, dispersant moutons et bétail, mettant les villages à sac et dépouillant tous les septuaires qu'ils croisaient. Les Nerbosques étaient une des dernières maisons du sud du Neck et qui continuaient à suivre les anciens dieux. Quand les Bracken réunirent une force importante pour riposter, Lord Samuel Nerbosque les surprit en route, les prenant en défaut alors qu'ils campaient près d'un moulin sur une rivière. Durant le combat qui suivit, le moulin fut incendié par les torches et les hommes se battirent et moururent pendant des heures, baignés dans le rouge éclat des flammes. Sir Amos Bracken, à la tête de l'hoste venu de la Épière, frappa et tua Lord Nerbosque en combat singulier avant de périr lui-même quand une flèche en bois de Baral trouva la fente oculaire de son aulne et s'enfonça profondément dans son crâne. Le trait aurait été tiré par Alysanne, 16 ans, sœur de Lord Samuel, qu'on connaîtrait plus tard sous le nom d'Ali la Noire, mais on ne saurait dire s'il s'agit d'un fait réel ou d'une simple légende familiale. Les deux camps subirent bien d'autres pertes cruelles au cours de ce qu'on connut par la suite sous le nom de la bataille du Moulin Brûlé. Et quand les Bracken finirent par rompre les rangs pour fuir et regagner leur propre terre sous le commandement du demi-frère bâtard de Sir Amos, Sir Raylan Rivers, ce fut pour découvrir que la Épière était tombée en leur absence. Menée par le prince Daemon sur Caraxès, une importante armée composée de Derry, de Racin, de Piper et de Frey avait pris d'assaut et capturé le château, privé d'une si grande part des forces de la maison Bracken. Lord Humphrey Bracken et ses enfants restants avaient été faits prisonniers en même temps que sa troisième épouse et sa maîtresse de basse naissance. Plutôt que de les voir mis à mal, Sir Raylan capitula. La maison Bracken ainsi brisée et défaite, les derniers partisans du roi Aegon dans le conflant perdirent cœur et déposèrent eux aussi leurs épées. On ne doit pourtant pas penser que le conseil vert restait oisif. Sir Otto Hightower avait lui aussi été occupé, gagnant à sa cause des seigneurs, engageant des épées louées, renforçant les défenses de Port-Réal et cherchant assidûment d'autres alliances. Après le rejet des pourparlers de paix du grand maître Royle, la main avait redoublé d'efforts, dépêchant des corbeaux à Winterfell aux Iriers et à Vivzeg, ainsi qu'à Blancport, Goéville, Port-la-Mer, Belle-Île et une demi-centaine d'autres citadelles et châteaux. Des cavaliers galopèrent durant la nuit vers des propriétés plus proches afin de convoquer à la cour leurs seigneurs et dames pour jurer féauté au roi Aegon. Sir Otto contacta également Dorne, dont le prince régent Qhoron Martell avait autrefois guerroyé contre le prince Daemon dans les degrés de pierre, mais le prince Qhoren repoussa son offre. Dorne a déjà dansé avec les dragons, dit-il.
Je préfère dormir avec des scorpions. Cependant, Sir Otto perdait la confiance de son roi qui prenait ses efforts pour de l'inaction et sa prudence pour de la poltronie. Sir Eustace nous parle d'une occasion où Aegon entra dans la tour de la main et trouvera Sir Otto en train de rédiger encore une lettre, sur quoi il balaya l'encrier dans le giron de son grand-père en déclarant « Les guerres se remportent avec des épées, pas avec des plumes. Verser du sang et point de langue. » La chute d'Arenol face au prince Daemon fut pour sa grâce un choc énorme, nous dit Munkin. Jusqu'à ce moment, Aegon II avait pensé que la cause de sa demi-sœur était sans espoir. Arenol donna pour la première fois à sa grâce la sensation d'être vulnérable. Les défaites suivantes au Moulin Brûlé et à la Épierre portaient de nouveaux coups et firent comprendre au roi que sa situation était plus périlleuse qu'elle n'avait semblé. Ses peurs grandirent quand des corbeaux revinrent du bif où les vers s'étaient crus les plus forts. La maison Hightower et Villevieille étaient solidement derrière le roi Aegon et sa grâce avait également la treille avec elle. Mais ailleurs, dans le sud, d'autres seigneurs se déclarèrent en faveur de Rhaenyra, parmi lesquels Lord Costain de Trois-Tours, Lord Mullendor de Haute-Terre, Lord Tarly de Corcolline, Lord Rowan de Bois-Doré et Lord Grim Cliégris. Le plus tapageur de ces traîtres était Sir Alan des Essaims, l'héritier de Lord Lyman, qui exigeait la libération de son aïeul du cachot, où la plupart pensaient que croupissait l'ancien grand argentier. Face à pareille clameur de la part de ses propres bannerets, le gouverneur, l'intendant et la mère du jeune Lord Tyrell de Haut-Jardin, agissant pour l'enfant comme régent, se ravissèrent subitement quant à leur soutien au roi Aegon et décidèrent que la maison Tyrell ne prendrait point part dans cette lutte. Le roi Aegon commença à noyer ses craintes dans le brod-vin, nous raconte Septon Eustace. Sir Otto adressa un message à son neveu, Sir Ormond Hightower, lui intimant d'user de la puissance de Villevieille pour mater cette épidémie de rébellion dans le bif. D'autres coups tombèrent, Le Val, Blancport, Winterfell. Les Nerbosques et autres seigneurs du Conflent affluèrent à Arenol et sous les bannières du prince Daemon. Les flottes du Serpent de Mer verrouillèrent la baie de la Nera et chaque matin, le roi Aegon trouvait des marchands venus gémir auprès de lui. Sa grâce n'avait aucune réponse à leurs griffes, hormis une nouvelle coupe de brod-vin. Faites quelque chose, ordonna-t-il à Sir Otto. La main lui certifia que quelque chose était bel et bien en train de se faire. Il avait concocté un plan pour briser le blocus des Velaryon. Un des principaux piliers du soutien aux prétentions de Rhaenyra était son consort, mais le prince Daemon représentait également une de ses plus grandes faiblesses. Le prince s'était créé plus d'ennemis que d'amis au cours de ses aventures. Sir Otto Hightower, qui avait figuré parmi les premiers de ses ennemis, prit contact de l'autre côté du détroit avec les ennemis du prince, le royaume des Trois Filles. En elle-même, la flotte royale manquait de la puissance nécessaire pour briser l'étreinte du Serpent de Mer qui étranglait le gosier. Et les prises de contact du roi Aegon avec Dalton Greyjoy avaient jusqu'ici échoué à gagner les îles de fer à son parti. Les flottes combinées de Tyroche, Lys et Myr rivaliseraient plus qu'à armes égales avec les Velaryon toutefois. Sir Otto envoya un message aux magistrats promettant des accords de commerce exclusifs avec Port-Réal s'il libérait le gosier des vaisseaux du Serpent de Mer et rouvrait les voies maritimes. Pour pimenter davantage le ragoût, il promit également de céder les degrés de pierre aux Trois Filles, bien qu'en vérité le trône de fer ne se soit jamais attribué ces îles. La triarchie n'avait jamais été prompte à l'action toutefois. En l'absence de roi véritable, toute décision importante de ce royaume tricéphale était prise par le Haut Conseil. 11 magistrats de chaque ville le composaient, chacun d'eux décidé à démontrer sa sagacité, son habileté et son importance, et à remporter pour sa propre ville chaque occasion offerte. Le grand maître Graydon, qui rédigea 50 ans plus tard l'histoire définitive du royaume des Trois Filles, le décrivait comme 33 chevaux tirant chacun dans sa propre direction. Même des questions aussi brûlantes que la guerre, la paix et l'alliance étaient sujettes à des débats interminables, et le Haut Conseil ne siégeait même pas quand arrivèrent les émissaires de Sir Otto. Cette attente saillait mal au jeune roi. Aegon II était arrivé au bout de sa patience face aux atermoiements de son grand-père. Bien que sa mère, la reine douairière Alicent, avait parlé en défense de Sir Otto, sa grâce fit la sourde oreille à son intervention. Convoquant Sir Otto dans la salle trône, il lui arracha du coup la chaîne de sa charge de commandement et la jeta à Sir Criston. « Ma nouvelle main est un point de fer, se vante-t-il. Nous en avons fini avec la rédaction de lettres. Sir Criston ne perdit pas de temps à montrer de quel bois il était fait. Il ne vous appartient pas d'implorer un soutien de la part de vos seigneurs, comme un mendiant quémande des aumônes, dit-il à Aegon. Vous êtes le roi légitime de Westeros, et ceux qui le nient sont des traîtres. Il est grand temps qu'ils apprennent le prix de la trahison. Premiers à payer ce prix furent les seigneurs captifs qui se languirent dans les cachots sous le donjon rouge. Des hommes qui avaient un jour juré de défendre les droits de la princesse Rhaenyra, et refusaient toujours avec entêtement de ployer le genou devant le
roi Aegon. Un par un, on les traîna dans la cour du château où le justicier les attendait avec sa hache. Chaque homme se vit offrir une dernière chance de jurer féauté à sa grâce. Seuls Lord Burpuy, Lord Castelfoyer et Lord Roseby choisirent de le faire. Les Lords Fanguet, Merryweather, Hart, Buckley, Caswell et Lady Fell prisèrent leurs paroles données plus que leur vie et furent décapités, chacun à son tour, en même temps que 8 chevaliers fiefés et une quarantaine de serviteurs et domestiques. Leurs têtes furent fichées sur des pics au-dessus des portes de la ville. Le roi désirait également venger le meurtre de son héritier par sang et fromage, par un assaut contre Père Dragon, en s'abattant à dos de dragon sur la citadelle insulaire pour se saisir de sa demi-sœur et de ses bâtards de fils, ou les tuer. Il fallut tout le Conseil Vert pour l'en dissuader. Sir Criston insista sur une autre voie. La princesse usurpatrice avait usé de dissimulation et de traîtrise pour tuer le prince Jaehaerys, déclare-t-il. Qu'ils en fassent autant. Nous rendrons à la princesse la sanglante monnaie de sa pièce, assure-t-il devant le roi. L'instrument que le lord commandant de la garde royale choisit pour la vengeance du roi fut son frère juré, Sir Harryk Cargill. Sir Harryk était intimement familier de l'antique siège de la maison Targaryen pour l'avoir souvent visité sous le règne du roi Viserys. Nombre de pêcheurs continuaient de sillonner les eaux de la baie de la Nera, car Père Dragon dépendait de la mer pour son approvisionnement. Il serait fort simple de faire débarquer Cargill dans le village de pêcheurs au pied du château. De là, il trouverait moyen d'arriver jusqu'à la reine. Et Sir Harryk et son frère Eric étaient jumeaux en tous points identiques. Même leurs camarades de la garde royale n'étaient pas capables de les différencier, affirme tant Champignon que Septon Eustace. Une fois vêtu de blanc, Sir Harryk devait pouvoir se mouvoir à sa guise sur Père Dragon, suggéra Sir Criston. Un garde en le rencontrant le confondrait forcément avec son frère. Sir Harryk ne se lança pas dans cette mission de gaieté de cœur. En vérité, nous raconte Septon Eustace, le chevalier troublé se rendit au septuaire du Donjon Rouge, la nuit où il devait prendre la mer pour implorer le pardon de notre mère d'en haut. Néanmoins, en tant que membre de la garde royale, ayant juré d'obéir à son roi et au lord commandant, il n'avait d'autre choix honorable que de gagner Père Dragon, revêtu de la tenue tachée de sel d'un simple pêcheur. Le but véritable de la mission de Sir Harryk demeure un sujet quelque peu débattu. Le grand maître Munken nous affirme que Cargill avait reçu l'ordre d'assassiner Rhaenyra, mettant d'un seul coup un terme à sa rébellion, tandis que Champignon insiste pour dire que ses fils étaient la proie de Cargill et qu'Aegon II souhaitait laver par le sang de ses neveux bâtards, Jaehaerys et Joffrey Fort, celui de son fils assassiné. Sir Harryk toucha terre sans anicroche, revêtit son armure et son manteau blanc, et n'eut aucun problème à accéder au château sous le déguisement de son frère jumeau, tout comme Criston Cole l'avait prévu. En plein cœur de Père Dragon, cependant, alors qu'il se dirigeait vers les appartements royaux, les dieux le placèrent face à face avec Sir Eric lui-même, qui comprit immédiatement ce que signifiait la présence de son frère. Les à l'épaule. Mais en s'écroulant, Sir Harryk agrippa le manteau blanc de son assassin et l'attira suffisamment près de lui pour lui plonger un poignard au profond du ventre. Sir Harryk était mort avant que les premiers gardes n'arrivent, mais Sir Eric mit 4 jours à périr de sa blessure au ventre, hurlant dans d'horribles souffrances et tout du long maudissant son frère Félon. Pour des raisons évidentes, les rhapsodes et les conteurs ont montré une préférence marquée pour le récit tel que le narre Munken. Mestres et autres érudits doivent décider pour leur part quelle version est la plus vraisemblable. Tout ce que dit Septon Eustace sur ce sujet, c'est que les jumeaux Cargill s'oxyrent mutuellement et nous en resterons là. La différence que l'on peut immédiatement dénoter entre la version des livres et celle de la série, c'est l'élément de nuanciation de celle-ci. En effet, le combat dans House of the Dragon ne semble pas prendre parti pour une version ou pour une autre, mais bel et bien de créer sa propre continuation des événements. Certains éléments sont gardés, comme l'affirmation de l'amour fraternel des sœurs jumeaux durant leur combat, tout en y mélangeant quelques lignes de dialogue où chacun insulte l'autre de
traître et de parjure à leur façon. Il y a aussi un contexte différent au combat étant donné que dans la série, Arik arrive à se glisser jusque dans les appartements de la reine et celle-ci est directement mêlée au combat piégé entre les deux chevaliers. Les intentions de Sir Arik restent aussi floues dans les deux versions. En effet, si l'on peut mettre le doigt sur plusieurs éléments tentant à montrer que Sir Arik ne voulait pas réellement commettre cet acte, il est plus clair dans la série que c'est tout autant parce qu'il ne voulait pas attenter à la vie de son frère, comme à celle de Rhaenyra. Dans les livres, Sir Arik prie avant son départ, mais il est impossible de savoir si c'est parce qu'il ne souhaite pas tomber sur Sir Eric, son frère, ou car, ayant servi sous le règne du roi Viserys Ier du nom, il ne souhaite pas tuer Rhaenyra, ou s'il s'agit des deux. La série le laisse clairement entendre quand il s'excuse sincèrement devant la reine avant de sortir sa lame de son fourreau. Il est aussi important de notifier le rôle que Criston Cole joue dans cet assassinat. S'il n'en est que le commanditaire dans les livres, il semble davantage vouloir éliminer Sir Arik en l'envoyant réaliser cette mission suicide, afin de rejeter le blâme ou la honte puisse ressentir pour avoir laissé mourir le prince Jaehaerys, alors qu'il rompait ses vœux de célibat à nouveau avec Alicent Hightower, plutôt que de réellement en finir concrètement avec Rhaenyra. Ce qui rend ce combat encore plus stratégique dans House of the Dragon, c'est au final l'aspect de la mort programmée de Sir Arik, envoyé à la mort pour rien par Criston Cole. Le dernier changement de taille est évidemment le suicide de Sir Eric, qui après avoir vaincu et tué son frère jumeau, s'excuse auprès de sa reine pour ce qu'il s'apprête à faire et se plante son épée dans l'abdomen, le tuant sur le coup, alors déjà blessé. Au final, les deux frères jumeaux se sont entretués pour rien, victimes d'une guerre qu'ils n'ont pas désirée, perpétrateurs d'actes qu'ils n'auraient jamais commis seuls, leur trépas qui au final n'aboutit à rien de concret si ce n'est leur perte inutile, et le symbole des ravages que la danse des dragons va créer dans tout Westeros. Sir Arik et Sir Eric ont perdu la vie en vain, mais honorablement. L'un en obéissant à son roi, l'autre en protégeant sa reine. Et si leur trépas n'en est que plus tragique, malheureusement, avec la guerre qui se prépare, ils ne seront pas les derniers à mourir de la sorte. Sur ces paroles emplies de mélancolie, je vous invite à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu, et n'hésitez pas à faire savoir votre avis et vos opinions à chaud sur le duel à mort des jumeaux Cargill, et sur l'épisode 2 de la saison 2 d'House of the Dragon, ainsi que si vous pensez qu'une scène est meilleure que l'autre. Lancez les débats dans les commentaires et je vous invite comme toujours à éviter les spoilers. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, peace!